Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau thread d'horreur. Vous vous demandez pourquoi cette introduction? Eh bien toujours parce qu'elle est en lien avec ce qui va se passer. On va parler d'une femme maléfique, manipulatrice, qui a terrorisé des enfants et qui a brisé toute une famille. Je vous laisse venir avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Manon et elle débute quand elle avait à peu près 7 ou 8 ans. À ce moment-là, son père et sa mère se sont séparés et son père a vite retrouvé une nouvelle personne qui s'appelle Ariane. Elle a 19 ans et son père en a 47. À ce moment-là, Ariane a l'air d'une personne tout à fait gentille et normale qui prend souvent des nouvelles des filles de son mec. Comme déjà à ce moment-là, Manon va toute seule à l'école, elle a déjà son téléphone portable et dans son téléphone, il n'y a pas 50 000 numéros, il y a le numéro de son père, de sa mère et de sa grand-mère et c'est tout. Cette histoire, elle commence simplement par des appels téléphoniques, beaucoup d'appels téléphoniques. Évidemment, Manon à ce moment-là a 7 ans et sa mère lui interdit de répondre aux appels qu'elle ne connaît pas. Sauf que au bout d'un moment, malgré les interdictions, avec tous ces appels, elle finit par répondre et elle se rend compte que c'est Ariane qui lui demande simplement si tout va bien, etc. Elle prend juste des nouvelles et au départ, pas de soucis. Sauf que après ça, maintenant que Ariane sait que c'est vraiment le numéro de Manon, elle continue de l'appeler et de la harceler non-stop d'appels, etc. Bref, ça ne s'arrête jamais. Manon évite de répondre, mais évidemment la mère de Manon remarque qu'il se passe quelque chose et finalement elle en parle à Ariane et lui dit d'arrêter de l'appeler tout le temps, etc. Bref, que tout ça cesse quoi. Et que si vraiment elle voulait contacter Manon, elle avait qu'à passer par sa mère. Bref, ça s'est arrêté pendant quelques jours, mais quelques jours après, ça a repris. Et cette fois-ci, Manon a décidé de répondre parce qu'elle en avait marre, elle voulait lui demander d'arrêter. Sauf qu'au moment où elle répond, Ariane lui dit simplement que son père ne l'aime pas, que c'est une petite fille moche qui ne sert à rien. Bref, elle lui en met plein la gueule. Et comme Manon nous explique, et on peut bien le comprendre, c'est qu'à cet âge-là, eh bien, toutes ces phrases, on y croit. Et ça la touche vraiment. Ça la brise vraiment. Ariane va continuer comme ça, à faire une sorte de harcèlement, à l'appeler en faisant juste des bruits, qui la terrorise, etc. Bref, elle a l'air de prendre du plaisir à faire ça. Et elle a continué ce petit jeu petit à petit. Elle débarquait même chez son père, des fois, alors qu'elle n'avait pas le droit de venir. La mère de Manon ne voulait pas qu'elle vienne quand le père gardait les filles. Mais elle débarquait quand même et elle en profitait quand elle était là la nuit pour faire peur aux filles, pour les observer de l'entrée de leur chambre, rester comme ça dans le noir de manière terrifiante. Elle observait même le père de Manon dormir par la fenêtre, c'est-à-dire qu'elle se mettait à l'extérieur et qu'elle le regardait tel un film d'horreur quoi. Ça lui a valu plusieurs rencontres avec elle dans les couloirs de la maison la nuit, où elle était juste cachée dans un coin, etc. Et elle essayait d'effrayer tout le monde, bref, elle jouait un peu au film d'horreur, quoi, le truc vraiment terrifiant. Manon, qui est toujours jeune, elle recevait régulièrement des appels de menaces de mort, et la mère de Manon recevait carrément des menaces d'enlèvement de ses filles, etc. Bref, c'était horrible. Tout ça s'est passé sur plusieurs années, de ses donc 7 ans jusqu'à ses 19 ans. Vous vous doutez bien qu'elles sont souvent allées voir la police, seulement le harcèlement était très mal pris en charge avant, et toujours pas très bien pris en charge aujourd'hui, mais la police disait simplement c'est que des menaces, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, etc. Bref, c'est pas très grave, sauf que ça les brisait petit à petit quand même. Le jour où Manon a eu 18 ans, elle a décidé d'aller voir Ariane pour lui dire ses 4 vérités. Elle y va de manière déterminée, elle est même prête à la tabasser, pour vous dire, mais lorsqu'elle arrive, il y a son père, et du coup elle est obligée de redescendre parce qu'elle dit qu'elle veut pas de témoin de ce qui va se passer, ok? Elle est là pour en découdre. Sauf que elle décide quand même de régler ses comptes avec Ariane et elle lui hurle dessus. Et à ce moment-là, elle découvre une Ariane qui se met à pleurer, qui se recroqueville sur elle-même dans un fauteuil, etc. Elle explique qu'Ariane est toute petite, qu'elle est pas du tout impressionnante, et qu'elle voit la détresse dans ses yeux. Et Ariane lui dit simplement « Mais j'ai jamais rien fait, je ne ferai jamais de mal à une enfant, etc. » Bref, Manon, elle dit que c'est quelqu'un de gentil de base et qu'elle voit la détresse dans ses yeux, et elle finit par s'arrêter. Et au moment où elle se retourne, elle a l'impression que Ariane, dans son dos, elle est en train de se moquer d'elle. Bref, Manon, elle part, elle est encore plus énervée qu'avant, mais elle s'en va, et malheureusement, cette histoire se termine par là. Quelques jours plus tard, elle apprend que Ariane est venue chercher son père avec son nouveau copain, et qu'ils l'ont tabassé à la barre de fer. Ils l'ont carrément envoyé à l'hôpital, il était pratiquement mort. C'était il y a à peu près 1 an, cette histoire, et ils sont toujours en procès, mais comme Ariane est une manipulatrice hors pair, elle est en train de gagner petit à petit le procès, malgré tout ça, pour vous dire.
Manon elle explique qu'elle attend d'avoir l'énergie nécessaire pour engager des poursuites contre elle, parce qu'elle dit qu'elle a détruit sa vie, détruit sa famille. Sa sœur à Manon ne veut même plus de contact avec son père, sa mère non plus, et c'est la seule à avoir encore des contacts avec son père. Manon est passée sur certains détails, comme quoi elle a ouvert plusieurs lignes téléphoniques pour les harceler, elle s'est fait passer pour des personnes pour les menacer, elle n'a jamais arrêté de les torturer. Cette histoire, c'est l'histoire de Sarah et elle nous explique qu'elle concerne sa grand-mère, elle et sa sœur. Voilà quelques années que son grand-père est mort et son grand-père a toujours dit à sa grand-mère qu'elle ne voulait pas qu'elle reste seule. Elle a donc rencontré quelqu'un après le décès de son grand-père qui avait, selon lui, 58 ans. Selon lui, vous comprendrez pourquoi après. Sarah à ce moment-là a 6 ans et sa sœur en a 5, donc elles sont très jeunes. Au début, tout se passe très bien, mais très vite, elles sont mises à l'écart par le mec qui leur demande d'aller dans leur chambre directement dès qu'elles ont fini de manger. La grand-mère de Sarah se veut rassurante et leur dit simplement qu'elle ne s'inquiète pas et que ça va vite s'arranger et que ça ne durera pas comme ça. Ensuite, ces événements vont s'enchaîner, etc. Et Sarah et sa sœur n'auront même plus le droit d'aller dans le salon. Elles vont devoir rester dans leur chambre. À cause de ça, sa grand-mère, bien évidemment, en a marre de ça. Elle fait elle-même ses valises, essaie de le mettre à la porte. Sauf qu'à chaque fois qu'elle le fait, il est violent avec les petites, mais aussi avec elle. Ces événements-là vont continuer, la grand-mère est un peu désemparée, et en fait Sarah et sa sœur vivent pratiquement toujours chez leur grand-mère, donc elles vivent ça au quotidien, tous les jours. Le truc c'est qu'il va se passer encore des événements encore plus bizarres, c'est que Sarah raconte que le mec venait dans la nuit et l'observait dormir. Je vous laisse imaginer être dans votre lit et avoir quelqu'un qui vous regarde dormir. La phobie de tout le monde. Moi, je m'imagine posé dans mon lit là et en train de me faire observer par un mec, je me lève, je le balaye. Bref, quand Sarah a raconté ça à sa grand-mère, elle a dit que c'était fini et que cette fois il devait partir, sauf qu'il est toujours pas parti. Ces événements continuaient à s'accumuler, elle voyait le mec au pied de son lit, qui touchait même sa couverture, etc. Bref, c'était très bizarre. Mais ce qui a entraîné réellement son départ, c'est le jour où la grand-mère a regardé la carte d'identité du mec et en fait il avait 47 ans et pas du tout 58. Là, à ce moment-là, elle s'est dit mais attends, s'il ment sur ça, pourquoi d'autres il a menti en fait? Peut-être que depuis le début il ment et pourquoi il est là en fait? Quel est son objectif? À partir de là, la grand-mère a réussi à le mettre dehors et cette fois-ci, il est parti. Et c'est comme ça que finit cette histoire. Vous vous doutez bien que non. Il est bel et bien parti, mais cette histoire ne se termine pas là, loin de là. Le pire est à venir. Les semaines qui ont suivi son départ, la grand-mère de Sarah dormait très très mal. Elle avait l'impression qu'il était dans la maison parfois, qu'il était au pied de son lit, etc. Qu'il se déplaçait. Des choses se déplaçaient aussi dans la maison, donc ça renforçait cette idée-là. Parfois, elle regardait par la fenêtre et il était là, dans la rue, en train d'observer la maison. Bref, un vrai jeu de harcèlement et de peur s'est mis en route. La finalité de cette histoire, elle se passe plusieurs semaines après, alors que Sarah descend les escaliers de la maison pour aller dans le salon et ensuite quitter la maison. Elle tombe nez à nez avec lui, assis dans un fauteuil, dans le salon, un couteau à la main. En fait, il avait sauté le grillage, défoncé une porte, et il s'était installé là, tranquillement, dans l'attente qu'elle descende. Il va les regarder avec un sourire et un regard terrifiant. Elles sont encore dans les escaliers, elles vont faire demi-tour, essayer de remonter le plus vite possible, sauf que lui arrive à les suivre, arrive à trancher une partie du dos de la grand-mère de Sarah, mais elles arrivent quand même à s'enfuir et à s'enfermer dans une pièce. Là, Sarah fait le numéro de la police le plus vite possible parce qu'elle le connaissait par cœur et que sa grand-mère l'avait préparé à une situation comme celle-là. La police arrive très vite pendant que lui est encore en train de mettre des coups de couteau dans la porte. Je laisse imaginer la montée d'adrénaline. Il se fait évidemment arrêter, mais ça ne va pas s'arrêter là puisque après ça, il va les appeler en boucle pour les menacer et les harceler. Elles ont même dû changer de numéro. Plusieurs semaines après, elles vont apprendre que ce même homme avait déjà été arrêté pour séquestration, coups et blessures et homicide. En gros, un très bon gars. Je veux dire, n'importe qui pourrait mettre des coups de couteau à quelqu'un. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. C'est que moi ou Évidemment, c'est du second degré, hein, je le précise, parce qu'on sait jamais, il y a la team premier degré, des fois elle est là, elle se place, elle se dit « Wow, oh, il dit vrai là ou pas ?» Cette histoire, c'est l'histoire de Thomas, et Thomas nous explique qu'à l'époque où il avait 6 ans, il allait beaucoup chez ses grands-parents. Il allait beaucoup chez ses grands-parents parce que ses parents travaillaient le week-end et que souvent, il dormait chez ses grands-parents parce que ses parents partaient tôt le matin. Thomas, il adorait aller chez ses grands-parents, ses amis sont pas loin, il pouvait les rejoindre pour jouer et il adorait passer du temps avec ses grands-parents, on sait ce que c'est des très beaux moments quand on est jeune, quand on peut en tout cas, passer du temps avec ses grands-parents, c'est toujours des moments un peu plus, on va dire, tranquilles qu'à la maison. Souvent on a le droit de faire des trucs un peu plus sympas.
Bref, c'était un jour où il était chez ses grands-parents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez ses grands-parents, il se passe souvent des choses un peu bizarres. Il entend des bruits de pas, des choses qui se déplacent, etc. Bref. Et comme il a 6 ans, il n'ose pas sortir de sa chambre. En général, il se cache sous sa couette et c'est tout. Au moment de l'histoire, on est donc un matin très très tôt où Thomas se réveille avant ses grands-parents et il décide de descendre sans les réveiller. Il fait encore nuit. Et comme tous les enfants de 6 ans, il avait envie de descendre pour regarder les dessins animés tout en prenant son petit déjeuner. En arrivant dans le salon, il allume la lumière et c'est à ce moment-là qu'il voit quelqu'un qui descend une échelle de secours et qui arrive sur la terrasse de ses grands-parents. Thomas, il a 6 ans, il est pétrifié, il ne bouge plus, il reste figé droit comme un i en espérant que la personne ne le voit pas. Mais soyons honnêtes, un enfant de 6 ans au milieu d'une pièce totalement illuminée, ça ne passe pas inaperçu. C'est à ce moment-là aussi que le mec qui est sur la terrasse se tourne, il est habillé tout en noir, on voit juste sa bouche et ses yeux, il voit Thomas et il commence à paniquer. Il court sur la porte qui donne sur le salon, essaie de l'ouvrir, de donner des coups dedans, ce qui ne réveille pas les grands-parents là-haut, mais il n'y arrive pas. Il a un regard vraiment terrorisant et Thomas, lui, n'arrive plus à bouger. Au bout de quelques secondes, le mec finit par arrêter, il prend un sourire très vicieux, très malsain et horrible, se met à genoux devant la porte de l'entrée et fait signe à Thomas de venir. Thomas s'avance tout doucement, va vers la porte et lorsqu'il arrive à son niveau très proche de lui, il n'y a qu'une vitre qui les sépare, le mec fait un sourire encore plus terrifiant et lui fait simplement signe de se taire. Thomas, il est pétrifié et au lieu de pleurer ou de hurler pour réveiller ses grands-parents, il fait simplement oui de la tête, recule d'un pas. Le mec continue à le fixer avec un regard noir horrible. Thomas court, éteint la lumière, monte les escaliers, se cache sous sa couette et se met à pleurer. Quelques heures plus tard, c'est ses grands-parents qui se lèvent, qui viennent le chercher. Ils descendent ensemble dans le salon, mais il n'y a plus rien. Thomas n'a jamais parlé de cette histoire. Il sait pourtant que ce n'était pas un rêve ou un cauchemar, puisqu'il y avait des sortes de fleurs décoratives sur l'échelle de secours qui donne sur la terrasse, donc les grands-parents, et ces fleurs étaient tombées et cassées, et sa grand-mère a toujours pensé que c'était à cause du vent. Je vous laisse imaginer, vous vous levez dans la nuit, vous voyez quelqu'un à travers votre vitre qui est sur votre terrasse, qui vous regarde avec un sourire et un regard terrifiant qui vous fait juste comme ça, vous êtes pas bien. Déjà aujourd'hui, mais à 6 ans, c'est un autre level. Cette histoire, c'est l'histoire de Luc, et Luc nous explique que sa femme, lui, a toujours parlé qu'elle avait grandi dans une maison qui était hantée. Voilà, ça vous met directement le contexte. En fait, sa femme a été élevée par sa grande-tante, qui, depuis peu, est décédée. Au moment de son décès, donc, Luc et sa femme vont dans sa maison à elle pour les funérailles, et ils y passent plusieurs jours, parce que, c'est assez loin de chez eux, etc. Donc, ils vont dormir dans la maison où a grandi sa femme. Il faut savoir que du coup, il y a plusieurs membres de la famille qui sont là, et surtout la fille de sa grande-tante, avec qui elle a vraiment grandi dans la même maison. En arrivant, Luc, il entend sa femme et la fille de sa grande-tante discuter et dire que potentiellement que la grande-tante, elle va sûrement rejoindre les esprits qui hantent la maison. Et à ce moment-là, Luc, il y croit pas trop. Il se dit, bon, elle parle de ça, bref, elle croit au paranormal, c'est leur truc. Il faut savoir que Luc, c'est quelqu'un de très sceptique. C'est-à-dire qu'il a une pensée très sceptique, il est très rationnel, du coup, il croit vraiment pas à toutes ces choses-là. La première nuit qu'il passe là-bas, Luc se réveille au milieu de la nuit et il a l'impression de voir une ombre, une personne qui est dans le coin de la chambre, qui est en train de le regarder. Luc, il est pétrifié, il peut pas bouger et il réveille sa femme en lui disant qu'il y a quelqu'un dans le coin de la chambre. Et sa femme a la réaction la plus incompréhensible du monde. Elle lui dit simplement « Ah, tu parles de l'ombre qui est dans le coin de la chambre ? Oui, c'est normal, t'inquiète pas, rendors-toi. » Non, personne ne se rendort après ça. C'est fou quand même d'être habitué au truc, genre si c'est réel, c'est fou. Luc, à ce moment-là, il est pétrifié, il se dit non mais peut-être qu'elle est trop endormie pour se rendre compte de la situation. Du coup, il va pour prendre son téléphone pour appeler carrément la police, sauf qu'au moment où il allume son téléphone, il se rend compte qu'il n'y a plus rien, et qu'il n'y a plus personne, et que c'est pas possible que quelqu'un soit sorti entre-temps de la chambre au moment où il prend son téléphone, etc. Mais que là, il n'y a même pas une forme qui pourrait lui faire penser à quelqu'un, quoi. Donc il n'y a plus rien. Sa femme continue en disant simplement qu'elle est au courant qu'il pouvait y avoir des personnes dans l'ombre comme ça, mais qu'il fallait pas s'inquiéter parce qu'elles font rien. Ok, non, toujours pas. Bref, Luc, après ça, il n'arrive pas à se rendormir, évidemment, il passe toute la nuit à penser à ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, il interroge sa femme sur ça, et elle lui dit que c'est normal, la plupart des gens qui dorment dans cette maison vivent des choses similaires, mais qu'en général, les esprits ne leur font pas de mal, donc il n'y a pas à s'inquiéter.
À ce moment-là, Luc, il est encore assez sceptique, il se dit que bon, il a peut-être confondu quelque chose avec une forme humaine, etc. Et en plus de ça, la seconde nuit, il apprend que sa femme et la fille de sa grande-tante ont rêvé de la grande-tante justement, mais c'était juste après l'enterrement, donc Luc, il se dit que c'est logique qu'elles aient rêvé d'elle, et que voilà, pour elle, c'est vraiment un truc paranormal, c'est-à-dire que leur grande-tante est venue les visiter dans leurs rêves, mais pour Luc, il se dit, bah c'est normal de rêver de sa grande-tante juste après l'avoir enterrée. Franchement, il n'y a pas quelque chose d'incroyable là-dedans. La troisième nuit, Luc n'arrive pas à dormir parce qu'il est dérangé par des bruits de pas qui arpentent toute la maison. Sa femme aussi l'entend et elle reste toujours très calme et elle dit oui, ne t'inquiète pas, c'est les esprits qui courent dans la maison. Non mais vous imaginez la situation lunaire, vous croyez pas du tout au paranormal, vous entendez des pas autour de la maison et dans la maison qui courent, etc. Votre femme à côté elle dit oui, vous inquiétez pas, c'est les esprits. Vous réagissez comment franchement? Bref, Luc, il se lève du coup dans la nuit pour chercher la source du bruit parce qu'il a toujours son esprit sceptique. Il se dit, c'est quand même bizarre. Il fait le tour de la maison, il fait même des tours de l'extérieur de la maison, mais il croise personne. Juste après ça, il s'installe dans le salon et il décide d'attendre de réentendre les bruits, etc. Et il entend un bruit de pas qui vient de la cuisine. À ce moment-là, Luc, il appelle et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et c'est la fille de sa grande-tante qui va répondre, ouvrir la porte de sa chambre et qui va dire, oui, moi aussi je les ai entendus, mais pareil, laisse tomber, t'inquiète pas, c'est pas grave. Luc, il se dit qu'il est tombé dans une maison de fou, hein, vraiment. Il entend des bruits de pas, personne ne réagit. Et quelques secondes plus tard, il entend aussi un tiroir qui s'ouvre dans la cuisine. À ce moment-là, Luc, il se précipite pour voir s'il y a quelqu'un, et en même temps arrive dans la cuisine la fille de la grande-tante, qui dit sur un air un peu agacé, putain, les fantômes, souvent, ils aiment bien ouvrir les trucs et les laisser ouverts. Et Luc, il regarde de tour et il se dit, mais ce qui est le plus étrange, c'est que personne n'a pu rentrer dans la cuisine, l'ouvrir et sortir sans passer par un chemin par lequel il y avait quelqu'un, c'est-à-dire par lequel où il y avait soit la fille de la grande-tante, soit Luc lui-même. Après ça, la fille de la grande-tante, elle va retourner se coucher et lui, il va s'installer encore dans le salon et attendre et écouter les bruits. Et plusieurs fois, il va entendre des bruits de pas qui traversent le salon, il va regarder, mais il y a rien du tout. Moi, ça me donne des frissons, je vous le dis. Au moment où je vous le raconte là maintenant, ça me donne encore des frissons. Bref, finalement, on arrive maintenant à la dernière nuit et il se passe pas grand chose à part toujours les mêmes bruits de pas. Et surtout, le lendemain matin, il se réveille et toutes les armoires sont ouvertes. Et Luc est encore sceptique là-dessus, hein, et il dit que tout simplement c'est peut-être quelqu'un de la famille qui fait du somnambulisme ou quelqu'un qui a oublié de les fermer. Enfin, il cherche une réponse rationnelle. Et ça, malgré toutes les expériences qu'il vient d'avoir, c'est-à-dire qu'il essaie de rester vraiment rationnel par rapport à ça, mais il n'arrive pas à conjuguer et son scepticisme et ces événements-là. Il comprend pas quelle est la solution en fait. Et après avoir parlé avec différents membres de la famille de sa femme, tous ont révélé avoir vécu des trucs paranormaux en vivant dans cette maison, en dormant dans cette maison, et que la plupart du temps, les esprits, en fait, ils viennent pas t'embêter, ils te croisent même pas, etc. Il y a même pas d'interaction, et que les seules interactions que certains de la famille ont vécues, c'est des interactions plutôt positives, mais plutôt étranges, mais positives quand même. Et c'est comme ça que Luc rentra chez lui avec toutes ces questions et qu'il est venu le poser sur ce Reddit pour essayer d'avoir des réponses sur ce que pourrait être cette ombre dans l'angle de la chambre. Il finit évidemment son histoire en disant que tout peut plus ou moins avoir une explication rationnelle. Comme l'ombre dans la chambre, il aurait pu l'expliquer par un jeu de lumière, etc. Les placards ouverts, comme il l'a dit, ça peut être quelqu'un qui a oublié de les fermer ou quelqu'un qui est somnambule. Mais les bruits de pas, bon, c'est une vieille maison, ça peut travailler, etc. Le tiroir ouvert, peut-être quelqu'un a oublié de le fermer et Luc, il a associé ça. Bref, il essaie de rester sceptique, mais tout ça, il n'arrive pas forcément à l'expliquer. Cette histoire, c'est l'histoire d'Élise et elle se déroule alors qu'elle a 12 ans. À ce moment-là, elle a une amie qui, elle, a 14 ans, qui est un peu spéciale et toutes les amies d'Élise lui disent de ne plus traîner avec elle, etc. parce qu'elle est trop grande et qu'elle est un peu chelou. Sauf que Élise, elle voit le bon chez tout le monde et elle a envie de rester amie avec elle. Voilà qu'un jour, son amie donc de 14 ans lui propose de dormir chez elle, qu'elle accepte. Sa mère aussi lui autorise, mais ce que sa mère ignore, c'est que sa famille est un peu spéciale. En fait, la famille de l'amie de Élise, donc, c'est un peu des drogués et des gens un peu bizarres, hein, on va dire. Les drogués, c'est pas péjoratif, c'est pour dire qu'ils prennent des drogues lourdes et qu'ils sont pas dans des trucs où vous avez envie de laisser votre enfant, on va dire. Bref, quand Élise arrive devant la maison, elle voit une maison assez délabrée, etc. Et elle rencontre le petit frère de sa copine qui a 9 ans et qui fume carrément. Voilà, pour vous dire à quel point on est à un niveau élevé, quoi. Bref, ce soir-là où elle dort là-bas, les parents de sa copine décident d'inviter du monde pour faire une fête. Alors, ils invitent leurs amis et ces amis-là ramènent une personne que personne ne connaît, mais pour les parents de sa copine, c'est juste une personne de plus pour pouvoir faire la fête, donc c'est cool. Évidemment, les deux petites sont invitées à rester dans leur chambre, donc elles restent dans leur chambre et elles entendent la musique à fond, etc., qui s'amusent et évidemment qu'ils prennent de la bonne droga. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube et je vais peut-être me faire démonétiser cette vidéo, bon on verra bien. Et peut-être qu'elle sera moins mise en avant du coup. On verra.
Bref, comme je vous l'expliquais, il y a un inconnu dans cette soirée que les parents de sa copine ne connaissent pas. Et cet inconnu est très gentil avec Élise et sa copine. Il vient souvent les voir, leur faire des blagues, etc. Il repart, il revient, etc. Bref, il est très gentil et la copine d'Élise l'aime beaucoup. Parfois, il revient, il leur donne même de l'argent, hein, tout à fait normal. Bon, on va dire que jusque-là, c'est gentil, mais vous voyez venir un petit peu la suite. Élise, elle, a un mauvais pressentiment, elle l'explique à sa copine, et sa copine lui dit « Mais non, mais t'es folle et tout, il est super gentil, arrête de te faire des idées. » Sauf qu'il y a un truc que sa copine n'a pas vu et qu'elle essaye de lui expliquer, c'est qu'en même temps qu'il leur ramène de l'argent, qu'il leur fait des blagues, il se touche entre les jambes. Et sa copine lui trouve des excuses, elle dit oui mais c'est sûrement que ça le grattait, etc. Bref, Élise elle est pas dupe, mais sa copine elle est très naïve. Bref, sa copine elle regarde des films, etc. La soirée se passe. Finalement, tout le monde va se coucher et les invités restent dormir. L'inconnu, lui, dort dans la chambre juste à côté de Élise et sa copine. Très très mauvaise idée. Donc en gros, vient le matin et alors que Élise est déjà réveillée, elle entend que la porte de la chambre s'entrouvre. Et quand elle s'entrouvre, elle entend ce mec parler, elle reconnaît sa voix et il dit des choses très salaces et il commence par dire « Jolie derrière de petite fille, si tu savais ce que je pouvais te faire. » Voilà, et elle entend clairement des bruits d'épluchures de concombres. Désolé, j'ai pas trouvé de meilleure métaphore. J'ai pas envie de faire de blagues en même temps à ce moment-là, mais j'ai pas trouvé de meilleure métaphore pour ne pas me faire trahir. Bref, Élise fait semblant de dormir, elle ne bouge pas, mais elle est terrorisée. Et au bout de quelques secondes, elle entend la porte qui s'ouvre un peu plus et le mec qui rentre carrément dans la chambre. Elle sent qu'il est juste au pied du lit et que les mouvements d'épluchure de concombre recommencent. Quelques secondes après, elle reçoit un coussin sur ses fesses et la porte se referme. Elle comprend pas ce qui s'est passé, et jusque-là rien de plus. Elle attend un peu avant de réveiller sa copine et finalement au bout de quelques minutes, elle décide de la réveiller et elles vont toutes les deux dans le salon. Au moment où elles sont dans le salon, Élise lui explique ce qui vient de se passer, mais sa copine ne la croit toujours pas à 100%. Sauf que le souci, à ce moment-là, c'est que Élise elle comprend que mais où sont les parents? Ils sont pas là, ils ont pas l'air d'être dans la maison. Et le mec, qui lui est toujours dans la maison, a bien compris qu'il était tout seul avec les deux petites filles. Et il débarque dans le salon, complètement nu, avec le concombre bien mûr. J'ai pas d'autre... c'est pas drôle, mais vous avez compris quoi. Le concombre... voilà, je suis gêné de ouf. Cette histoire est horrible. Et il a évidemment la main sur son concombre, et il vient à côté de sa copine et commence à lui caresser la cuisse en lui disant qu'il va prendre une douche. Là, sa copine réalise enfin, mais elles sont bloquées dans cette maison avec ce mec, les parents ne sont pas là. Bref, le mec finit par prendre sa douche et revient toujours avec son concombre bien mûr et il demande à Élise de lui passer une serviette. Elle prend la serviette qui sert normalement à essuyer le chien et elle lui jette et lui n'y a vu que du feu, il s'est séché avec. C'est bien fait pour sa gueule. Bien joué Élise. Il retourne à sa chambre quelques minutes et au même moment, il y a le petit frère, donc de 9 ans, hein, le mec qui fume déjà des grosses cigarettes, etc. au calme, qui arrive et qui comprend très bien la situation quand il arrive. Élise lui explique tout, il comprend très bien ce qui se passe, beaucoup mieux que sa sœur. Elle-même dit que c'est très triste parce que sa sœur a quand même 14 ans, lui 9, mais le petit de 9 ans est beaucoup plus conscient de la vie, on va dire de manière générale. Et heureusement, il sait où sont les parents. Il part donc les chercher et au bout de quelques minutes, les parents reviennent avec plusieurs personnes, avec des battes, avec des clous, etc. Bref, ils sont là pour en découdre. Et j'ai envie de dire, bon, voilà, il y a la justice, il y a les trucs, machin. Mais bon, ce qui se passe dans la maison à partir de là, je vais dire, je suis pas contre. Voilà, pas une bonne idée de dire ça non plus. Ça pourra peut-être être réutilisé contre moi un jour. On dira que c'est pas bien de vouloir rendre justice soi-même et tout. Rien à foutre. Les deux gamines sont invitées à sortir et à attendre sur le trampoline ce qu'elles font et pendant ce temps elles entendent des hurlements et au bout d'un moment elles voient le mec ressortir la face en sang et courir à moitié nu. Donc après ça les filles sont invitées à re-rentrer, Élise récupère ses affaires, sa mère à ce moment-là vient la chercher. La mère de sa copine lui dit la vérité, ce qui est déjà très courageux je trouve, et évidemment la mère d'Élise ne veut plus qu'elle aille dormir là-bas, ce qui semble pas du tout justifié après tout, hein. Elle pourrait y retourner à n'importe quel moment. Non, c'est normal. Bref, on pourrait croire que cette histoire se termine là, mais non, puisque elle explique que sa copine, elle est dans une classe spéciale, elle n'est pas dans la même classe qu'elle, et alors qu'elle faisait un cours de gym, elle s'est retrouvée à avoir le même mec en prof. Sa mère, à sa copine, a appelé l'école pour les prévenir, mais ils n'ont rien voulu entendre, et elle a dû changer de classe, carrément. Donc c'est elle qui a dû bouger. Tout à fait normal, hein. Voilà. Et Élise explique qu'elle pense que la police n'a jamais été contactée pour cette personne parce que vu que les parents de sa copine ont eux aussi des choses à se reprocher, ben ils n'appelleront pas la police. Voilà, donc bah écoutez, j'espère qu'il est plus dans la nature, peut-être qu'il a trébuché, qu'il s'est cassé la nuque, pourquoi pas. C'est horrible ce que je dis, mais désolé, je peux pas être plus gentil avec ce genre de spécimen.
Cette histoire, c'est l'histoire de Lisa et elle dit qu'elle a vécu dans un immeuble dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. À l'époque, elle a 18 ans, sa sœur 16 ans et elles sont babysitters des enfants de tout l'immeuble et les enfants de tout l'immeuble les considèrent vraiment comme leurs amis, etc. Lisa et sa sœur font du skate, elle leur prête leur planche de skate, etc. Bref, elles sont vraiment toutes très proches. Un jour, alors qu'elles jouaient avec les enfants, un homme les rejoint qu'elles connaissent pas et il se met entre deux voitures et les regarde un peu de loin. Il a un regard très bizarre. Il s'approche vers elle, commence à parler à Lisa et lui demande de signer une pétition. Lisa, pour être gentille, décide de signer cette pétition et juste après ça, il lui demande quel âge elle a. Elle lui dit qu'elle a 18 ans et lui insiste sur le fait qu'elles ont l'air d'être au collège. Et juste après ça, il lui dit est-ce que tu veux sortir avec moi? Comme ça, devant les parents des enfants, devant les enfants, etc. Bref, assez brut. Lisa refuse maladroitement. Et en plus de ça, il a 28 ans, donc elle a pas envie du tout de sortir avec lui, il est trop vieux pour elle. Finalement, il s'éloigne et il essaye de faire signer sa pétition à d'autres personnes. Quelques jours plus tard, il frappe à la porte de Lisa et il arrive avec un sac plastique dans lequel se trouve un poulet normal et il demande à Lisa et à sa sœur si elles veulent venir avec lui le manger au parc. Lisa et sa sœur refusent parce qu'elles disent qu'elles ont des devoirs et lui s'énerve un peu, il monte directement dans les tours et il s'en va en jetant son poulet et il dit qu'est-ce que les gens sont pas sociables, etc. Bref, il est pas content mais il est très bizarre. Il impressionne un peu Lisa, etc. Bref, il a pas l'air très maître de lui. Quelques jours plus tard, Maddie, une des gamines que Lisa normalement regarde, est dans le parc en face en train de jouer un peu à ce qu'on va dire du baseball et elle voit que Bob, puisque c'est son nom à présent, Bob va voir Maddie et lui montre comment faire les mouvements mais en la tenant bien correctement, vous voyez, de manière un peu malaisante quoi, hein, d'une manière que vous n'avez pas envie de vous faire tenir quand vous connaissez pas la personne. En plus, c'est une gamine. Le lendemain, Maddie arrive vers Lisa en courant, en lui montrant qu'elle a une nouvelle paire de rollers, etc. et qu'elle veut en faire avec elle. Donc Lisa lui montre, lui présente comment ça s'utilise, etc. l'aide un peu à faire les mouvements. Et c'est à ce moment-là que Bob arrive et qu'il veut absolument montrer comment faire à Maddie. Lisa refuse et Maddie aussi, sauf qu'il finit par pousser carrément Lisa et à tenir Maddie par les hanches et à lui faire faire un peu ce qu'il veut, ce qui est toujours très bizarre et très malaisant. Au moment où la grand-mère arrive, Bob flippe et finalement se casse et à ce moment-là, ils sont débarrassés de lui. Le lendemain, Maddie, pareil, arrive droit sur Lisa en courant, mais cette fois-ci, elle est paniquée. Elle explique que Bob était juste devant son Porsche, devant chez elle au moment où elle est sortie et que c'est comme s'il l'attendait. Et qu'en plus de ça, il s'est passé un truc vraiment bizarre, c'est que Bob en a profité quand les parents sont sortis pour rentrer dans leur maison et ils l'ont retrouvé quelques heures plus tard en train de préparer un poulet à l'orange dans leur cuisine, au calme. Ils l'ont finalement mis dehors sans appeler la police, etc. C'était très bizarre. Et en plus, ils apprendront après que d'autres voisins ont eu des expériences similaires avec lui. Un autre jour, alors que Lisa et sa sœur sont en train d'aider une autre famille à déménager, Bob arrive et veut absolument aider alors que personne ne lui demande rien. Il s'impose un peu et il passe la journée à critiquer comment c'est emballé, comment c'est transporté, etc. Bref, il fait que critiquer. Et au final, il se dirige vers l'enfant de la famille et lui propose de jouer. L'enfant refuse et à force que Bob insiste, l'enfant le gifle carrément. Bob reste très calme, mais quand Lisa le regarde, il a un regard très sombre et horrible. Et il dit à l'enfant « Viens, on va jouer derrière le garage ». Il le prend par la main et Lisa remarque que la mère à ce moment-là n'a rien vu et même le père. Donc Lisa les suit pour être sûre qu'il ne se passe rien. Lisa pense que comme elle était présente, il ne s'est rien passé mais que ça aurait pu être très dangereux pour cet enfant. Le point culminant de cette histoire, c'est lorsque Lisa, sa sœur et une amie à elle sont partis se promener en ville et elles ont croisé Bob. À ce moment-là, Bob leur a couru dessus, arrive et demande directement le nom de leur copine, son âge, etc. Bref, il est très insistant et leur copine répond directement « Bon écoute, casse-toi, on va aller manger une glace entre filles ». Et lui piétine, un peu énervé, etc. Mais il repart. Au bout de quelques minutes, alors qu'elles sont en train de marcher, elles entendent quelqu'un qui court derrière elles. Et quand elles se retournent, elles voient Bob qui arrive avec un regard méchant, très sombre, qui leur court dessus en criant qu'elles ne sont pas gentilles de s'être cachées de lui, etc. et qu'il est très en colère. Au même moment, il y a un voisin qui passe et qui demande ce qui se passe et lui dit oui qu'elles sont méchantes parce qu'elles lui ont promis quelque chose, etc. Bref, il est un peu au milieu de la situation, il comprend pas trop et les filles finalement lui disent à nouveau de les laisser tranquilles et il repart. Quelques heures plus tard, elles sont au parc et cette fois-ci, elle le revoit sortir de derrière des arbres en train de leur courir dessus, toujours avec ce regard terrifiant. Et il arrive juste devant elle, attrape la copine de Lisa et de sa sœur, et au même moment, le père de sa copine arrive et lui explique qu'elles ne sont pas intéressées par lui, etc. Lui se met carrément à insulter le père de leur copine et à traiter Lisa de salope. À ce moment-là, le père est un peu choqué, tout le monde est un peu choqué, il devient agressif, il attrape Lisa, etc. Bref, elles arrivent à sortir, elle le pousse, et finalement, il fait demi-tour et s'en va. Pendant des semaines, elles vont plus voir Bob jusqu'au jour où des nouvelles personnes vont emménager dans l'immeuble et ils ont un petit de 5 ans.
Et ce jour-là, la mère de Lisa raconte à ses nouveaux voisins qu'il y a quelqu'un d'un peu bizarre, il faut faire attention, etc. Et le père, fraîchement arrivé, dit « Ah, mais j'ai vu un mec bizarre justement à la piscine qui donnait des bonbons aux enfants. » Et au même moment, comme par hasard, Bob arrive et dit directement à l'enfant, devant ses parents, hein, au calme, qu'elle ressemble à une star de cinéma, etc., qu'elle est magnifique, tout ça. Le père prend sa fille et rentre à l'intérieur de sa maison, sauf que ça va continuer comme ça pendant un moment, des rencontres bizarres, puisqu'en fait, ils sont juste voisins de palier. Bref, c'est une période où elles vont moins le voir, mais d'autres voisins vont leur raconter des choses étranges, comme quoi il les observerait quand ils partent, etc. Et surtout, précisément, une femme qui est célibataire avec ses enfants, souvent, elle retrouve Bob devant sa porte ou en train de l'observer quand elle quitte l'immeuble, quand elle traverse, etc. Souvent, la suivre dans ses déplacements, dans sa vie, etc. Bref, des choses vraiment bizarres. Bref, à ce moment-là, tout le monde a un peu peur quand même de Bob, les enfants aussi. Il essaie de l'éviter au maximum, il a un comportement très bizarre, il observe tout le monde, il met mal à l'aise tout le monde, il a déjà été violent, bref, tout le monde a peur de lui. Et parfois, il croise Bob avec son père, et à ce moment-là, il n'y a aucun regard. Bob n'est pas bizarre, etc. Quand il est avec son père, il est tout à fait normal. Puis, un jour, il a totalement disparu. Lisa et sa sœur voyaient encore son père et son frère rentrer dans l'immeuble, etc. Mais plus jamais, ils ne l'ont vu lui, à part une fois, à Noël, un jour, ils l'ont vu passer, et depuis, ils ne l'ont plus jamais revu. Et c'est tant mieux, parce que vivre avec un mec comme ça dans ton immeuble, c'est pas serein quand même, hein.